Pour cette fin d'année 2021, l'Université ouverte de Versailles vous propose d'explorer une nouvelle fois ses archives sonores en vous faisant découvrir la conférence La Journée du Roi ou les plannings plus ou moins chargés mais toujours extrêmement codifiés des rois de France dans leur château à Versailles. Cette conférence donnée par Madame Odile Caffin-Garcy lors de l'année universitaire 2010-2011 est extraite du cycle Versailles sous l'Ancien Régime. À noter qu'il vous est toujours possible de retrouver sur notre page internet le podcast de la conférence La vie scientifique à la cour, extraite du même cycle de conférences. Nous vous souhaitons, Madame, Monsieur, une excellente écoute. Nous sommes un petit peu 1 heure avant le réveil du roi. Alors ça, on avait fait cette base de données pour les enfants, mais faites très attention que c'est plutôt à 8h30 que le roi se levait. Hein. Donc 8h30 le grand lever, 8h15 le petit lever. Disons que nous sommes autour de 8h, mais c'est plutôt 8h30 pour Louis XIV, surtout à la fin de sa vie. Hein. Donc, je dis surtout à la fin de sa vie parce que cet ensemble est beaucoup plus régulier à partir, disons, en 1682, quand Louis XIV est à Versailles. Hein, il est d'une façon permanente et à part les quelques séjours à Fontainebleau et à Compiègne aussi pour les chasses d'automne, le roi a une cour beaucoup moins itinérante et que c'est à Versailles que tout se passe. Hein, avec évidemment, je vous en reparlerai, un peu Marly aussi pour des journées ou même à la fin de sa vie, il y passera plusieurs jours consécutifs. Alors, c'est l'œil de bœuf, un peu avant 8h, donc disons vers 7h30, 7h30, 8h, l'œil de bœuf commence à se remplir. C'est la salle 11. Hein. Cet œil de bœuf, la salle 11, va être jusqu'en 1701 divisé en deux. Et quant à côté la 13, qui est le cabinet du roi, avec le tout petit morceau sans chiffre à côté, ça correspond, c'est-à-dire ici. Attendez, où est ma flèche? Là, voilà. Vous voyez, là. Ça, c'est le cabinet des perruques. Et à l'époque de Louis XIV, nous avons que ce cabinet. Ah, elle part, ma flèche. Voilà. Voici le cabinet. Hein. Donc, le cabinet que nous avons à l'heure actuelle, quand vous visitez le château, c'est tout simplement. Alors, je vais peut-être reprendre ça parce que ma flèche s'en va. Voilà. Vous voyez, maintenant nous avons toute la totalité pour la bonne raison que c'est en 1755 que le roi Louis XV va réunir les deux pièces. Donc, jusqu'en 1701, le numéro 11 est divisé en deux. Vous voyez quand je fais ça? Non, il vaut mieux que je fasse comme ça. Hein, est divisé en deux, voilà. Alors, donc, ce qui veut dire que si c'est divisé en deux, c'est tout simplement parce que la chambre du roi est là. Hein, et c'est en 1701 qu'elle arrive ici, en 12, en 1701. Donc Louis XIV a encore 14 ans à y vivre, et à y dormir, hein, et à y coucher. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est à l'œil de bœuf, au départ, que les premiers princes et les seigneurs admis au lever du roi attendent l'heure de son réveil pour entrer dans la chambre. Et là, dans l'œil de bœuf, viennent se regrouper les entrées, mais toutes les entrées, il y en a 4. Les entrées familières, c'est-à-dire les princes, les grandes entrées pour les grands officiers de la couronne, vous vous souvenez, les grandes charges dont je vous ai parlé, le grand maître de la garde-robe, le chambellan, le grand chambellan, les premiers gentilshommes de la chambre. Ensuite, la grande entrée ou les grandes entrées pour les officiers de la couronne et les premières entrées pour ceux qui, par leur charge, avaient un brevet d'entrée. Et l'entrée de la chambre pour les officiers ordinaires, c'est-à-dire, vous allez voir, tous les valets, toute la domesticité qui va grouiller, c'est le cas de le dire, au moment du lever du roi dans sa chambre à coucher. Pendant ce temps, le roi dort toujours et en réalité, le premier valet de chambre qui a dormi dans la chambre de Louis XIV, du roi, se lève, passe dans le cabinet, c'est-à-dire la salle 13, pour s'habiller. Pendant ce temps, les valets de chambre rentrent dans la chambre. Je précise, le roi dort toujours.
Et à ce moment-là, il s'occupe de replier le lit où a dormi le premier valet de chambre, qui lui-même, entre-temps, s'est habillé et revient dans la chambre du roi. Il donne l'ordre aux valets de chambre d'aller à certains valets de chambre, parce que je vous avais dit la dernière fois qu'il y en avait 8, il y en a 24 en activité, quelquefois 32, et ils sont par 8 de quartiers de service, donc ils sont assez nombreux. Et à partir de là, on est en train donc d'arranger la chambre, c'est-à-dire qu'on va plier la collation, on va reprendre la petite table sur laquelle a été installée la collation de nuit du roi, qui est rangée. Et puis, enfin, au bout de 30 minutes, 3/4 d'heure, entre-temps, on a également ouvert les volets, c'est-à-dire les volets pliants de l'intérieur, plus des petits rideaux qui cachaient. Vous savez que la chambre de Louis XIV a 2 étages et que vous avez des fenêtres à l'endroit du plafond. Et une fois que tout est mis en ordre, pendant ce temps, 2 autres valets de chambre, toutes mis en ordre, allument systématiquement, que ça soit l'été ou l'hiver. Si c'est l'hiver, on remet des bûches dans le feu. Si c'est l'été, on rallume un feu pour retirer l'humidité de la chambre pour le lever du roi, hein. Donc vous voyez qu'il y a toute une intendance très importante. Et puis, s'il fait déjà très jour, on éteint les mortiers, c'est-à-dire les bougies qui étaient là, 2 mortiers pendant toute la nuit qui ont brûlé. Et à ce moment-là, le premier valet de chambre écarte les rideaux de la ruelle du lit du roi et dit « Sire, c'est l'heure ». Le roi est assis sur ses coussins et on fait rentrer le premier valet de chambre, donne l'ordre aux huissiers qui viennent de rentrer d'ouvrir les portes pour les premières entrées. Et à ce moment-là, lors des premières entrées, arrivent d'abord ceux qui sont en fait les familiers, c'est-à-dire soit le frère du roi, s'il est là, le dauphin, éventuellement. Pensons, si on prend 1701, c'est le duc de Bourgogne, par exemple. Et nous voyons aussi, puisque le fils de Louis XIV, aussi Monseigneur, qui est encore de ce monde, qui ne mourra qu'en 1711. Et ces entrées familières, également la nourrice du roi, tant qu'elle sera vivante. Toutes les nourrices des rois auront les entrées familières et pourront rentrer quoi qu'il soit. Et c'est quasiment la seule femme qui rentrera au lever du roi. C'est la seule femme, c'est pas quasiment, c'est la seule femme qui aura le droit de rentrer dans la chambre du roi, tant qu'elle sera vivante, évidemment. Alors, donc je vous ai parlé du feu, j'essaye de rien oublier. Attendez, je vais vous... Voilà. Alors, je vous montre là cette photo qui, c'est surtout pour avoir la chambre du roi, parce qu'on n'a absolument pas de documents anciens de la chambre du roi. Mais ça, c'est le tableau qui vous montre en 1696 la première remise de l'ordre de Saint-Louis dans la chambre du roi. C'est la première fois que nous avons l'ordre de Saint-Louis remis par le roi, c'est la création de cet ordre. Alors, nous avons le lit, ça vous donne une petite idée. La pièce, puisque nous sommes en 96, correspond à la moitié de la salle précédente que je vous avais montrée, c'est-à-dire la salle 11, vous voyez, celle qui se trouve ici. Bon, ma flèche ne veut pas revenir, voilà, ici. Alors, donc, la chambre est presque pleine, puisqu'il y a eu vous pensez qu'il y a eu les ducs d'Orléans, le duc du Maine, les comtes de Toulouse, les enfants légitimés sont rentrés aussi. Et le grand maître de la garde-robe est là, les premiers valets de chambre de garde-robe sont là également. Et puis surtout, il faut penser que vont rentrer aussi dans les toutes premières entrées le premier chirurgien, le premier médecin, et les chirurgiens ordinaires qui sont de service par quartier à ce moment-là.
La première chose que le roi fait, c'est que le premier valet de chambre lui présente une petite cuvette en vermeil et avec un tout petit déversoir ou petit broc ou une aiguière, si vous préférez, rempli d'eau d'esprit de vin, c'est-à-dire de l'eau vinaigrée. Et il se lave les mains, on lui présente, un autre valet de chambre lui présente des petits linges, en fait des dentelles pour s'essuyer les mains, et on lui verse de l'eau sur ses mains. C'est à peu près le premier geste. Puis, toujours assis, le premier aumônier qui est rentré lui fait dire les premières prières du matin. Et à ce moment-là, on commence le roi s'assoit sur le rebord de son lit. Un valet de chambre tend au premier valet de chambre les mules du roi. Il faut savoir que si jamais nous avons en présence un prince du sang, c'est ce dernier prince du sang, ça pouvait être un duc du Maine par exemple, ou un comte de Toulouse, donc un enfant légitimé, ou éventuellement les frères du roi, qui à ce moment-là présente lui-même les mules qui ont été prises des mains du valet de chambre qui les a installées tout près du lit. Il y a toujours une question de hiérarchie. Si vous vous souvenez, la première fois, je vous ai parlé du terme que toutes ces grandes charges à la cour étaient considérées également le terme de domestique. Donc, même le frère du roi est son domestique. Donc, si vous voulez, ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout la signification qu'on pourrait lui donner à l'heure actuelle. Donc, nous en étions aux mules et le roi est assis et on lui passe une robe de chambre. Alors là, ça va vous faire sourire aussi. Il y a le premier valet de chambre qui met une manche de la robe de chambre et si par une bonne fortune, le chambellan, qui est le grand maître, on peut dire, de la chambre du roi, le grand chambellan, ou le premier gentilhomme peuvent éventuellement passer l'autre manche de la robe de chambre. Et à ce moment-là, le roi se lève, on lui a installé, on avait prévu dans la ruelle de son lit, c'est-à-dire derrière la balustrade. Alors regardez, vous devez voir un peu la balustrade là, mais enfin vous connaissez la chambre du roi de Louis XIV au château de Versailles qu'on a refait, vous voyez la petite balustrade qui est là. Il y a 2 coussins derrière la balustrade. Ce lever se fait derrière donc cette balustrade. En revanche, tout à l'heure, le roi va venir devant la balustrade et s'habiller devant cette balustrade et on y aura mis un fauteuil. Donc le roi dit, accompagné du premier aumônier, ses prières. Il est agenouillé sur 2 carreaux superposés. Ce qu'on appelle 2 carreaux, c'est 2 coussins qu'on a mis à terre, qu'on met et qu'on remet systématiquement. Alors, vous allez voir la petite gravure qui est là, vous montre le roi, non pas à la chapelle, mais dans son oratoire. Il est vrai qu'avant que Louis XIV s'installe à Versailles d'une façon permanente, dans ses résidences où la cour se promenait, on peut dire, selon l'itinérance de la cour, il y a eu au départ un petit oratoire qui était tout proche de sa chambre. Mais à Versailles, il n'y a jamais eu ce type d'oratoire et tout s'est passé à chaque fois dans la ruelle de son lit, c'est-à-dire entre la balustrade et le lit. Voilà. Je suis un petit peu mon texte. Alors, il a dit ses prières et à ce moment-là, rentre. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi une chose très importante, et ça fait partie aussi du protocole et de l'étiquette. Pour les princes du sang, pour les membres de la famille, on ouvre les 2 battants de la porte. Et à chaque fois, ça va vous paraître tout à fait curieux, et à chaque fois, on referme derrière la porte, hein, et on l'ouvre à nouveau, un battant, suivant la personne qui doit rentrer, donc de moins d'importance. Mais pour les princes du sang, pour les grands princes, c'est à 2 battants. On referme à chaque fois la porte de la chambre entre l'œil de bœuf, donc c'était la salle 11, et la chambre ne reste jamais ouverte. On ne doit pas, à chaque fois que l'huissier a une nouvelle personne qui veut rentrer, qui souhaite rentrer, on ne doit pas toquer à la porte trop fort, on gratte à la porte, hein.
Et à ce moment-là, l'huissier fait rentrer en annonçant les personnes nouvelles. Alors, vous allez me dire: «Mais il y en a combien?» Eh ben, je peux vous dire qu'entre les 4 sortes d'entrées, dont je vous ai parlé, la chambre devait bien avoir au moins une centaine de personnes à l'intérieur, quasiment, chaque matin. Hein. Donc les entrées familières avec, si je veux me résumer, avec ce qu'il y avait de princes du sang, de membres de la famille, plus ensuite les très grandes charges à la cour, le médecin, le premier aumônier, le premier chirurgien qui venait voir la santé du roi, il n'y a que ces personnes qui éventuellement pouvaient adresser la parole au roi, hein, au début. Voilà. De toute façon, on ne parle à part son aumônier, premier médecin chirurgien, c'est le roi qui adresse la parole le premier, mais on ne lui parle pas en premier, et ça c'est très important aussi. Ça fait partie de tout le protocole. Ça, c'est le petit lever. Et les 2 autres sortes d'entrées, ensuite, font partie du grand lever. Hein. Et le roi n'a toujours pas pris son déjeuner. Le petit déjeuner, on appelle ça le déjeuner. Je vais vous le répéter plusieurs fois pour que vous ne vous trompiez pas. Quand je parlerai tout à l'heure du dîner, c'est notre déjeuner. Et quand je parlerai de notre dîner, c'est le souper. Hein. Le souper en grand couvert ou en petit couvert ou en tout petit couvert. Hein. Voilà, les 3 formules, la même chose pour le dîner. Alors, avant que le roi se lève, j'ai oublié de vous dire que le barbier a soin de lui présenter ses perruques. Hein, et il lui présente dans une grande corbeille 2 perruques de différentes longueurs que le roi choisit celle qui lui plaît. Bon, alors, le grand lever. Ah, j'ai oublié aussi de vous parler d'une autre chose, c'est qu'au moment du grand lever, ce sont les premières entrées qui arrivent, et à ce moment-là, dans ces grandes entrées, nous avons le secrétaire du cabinet, les premiers valets de garde-robe, les 2 lecteurs de la chambre du roi. C'est pour vous donner l'impression de nombre qu'il peut avoir. Les 2 intendants, les contrôleurs de l'argenterie, quelques anciens officiers à qui le roi a accordé de jouir encore des mêmes entrées, comme s'ils avaient encore gardé leur charge, l'intendant des meubles de la couronne, le médecin ordinaire, le chirurgien ordinaire, il y avait déjà rentré depuis le tout début les premiers chirurgiens et le premier médecin, l'apothicaire-chef, le concierge des tentes et commandements du petit équipage du roi. Voyez. Pendant ce temps, le sieur Quentin avait fini de coiffer le roi, donc c'est son barbier qui était en charge à l'époque. Moi, je vous nomme le sieur Quentin, mais il y avait 4 barbiers, un premier barbier et 4 barbiers ordinaires, hein, qui étaient en charge et qui se relayaient régulièrement par 2. Le roi a mis sa perruque, les officiers de la garde-robe s'approchent pour habiller le roi, qui demande en même temps sa chambre. Alors, sa chambre, ce sont tous les officiers qui travaillent dans sa chambre, c'est-à-dire les valets de chambre, les huissiers de la chambre et tous les valets de chambre. Hein. Les porte-manteaux, le porte-arquebuse fait partie de sa chambre, et les grands officiers de la chambre aussi, et les huissiers du cabinet, tous ceux que je vous avais nommés la fois précédente. Hein. Alors, pour faire un tout petit peu plus court, je crois qu'il faut seulement retenir que tous les officiers de la garde-robe, c'est-à-dire le grand maître de garde-robe, les premiers valets de chambre de garde-robe et les valets de chambre ordinaires de la garde-robe s'occupent d'apporter tous les vêtements. Ils les ont tous préparés le matin et le soir, quelquefois même avec un certain choix. Et le soir, ils ramènent tout rangé. Et en général, le soir, au petit coucher, pardon, le roi leur donne, ça doit rester là, le roi leur donne l'ordre du vêtement qu'il veut mettre pour le lendemain.
hein. Et quelquefois, il demande même un choix de 2 ou 3 vêtements, ne sachant pas trop s'il commence par comment il va commencer sa journée. Ça peut être par sortir ou par un conseil ou aller à la messe, parce que ça varie quand même de temps en temps, bien que Saint-Simon dise que, c'est absolument chronométré et que surtout c'est immuable, ça ne bouge jamais. Ça bouge de temps en temps, cependant ça bouge de temps en temps. Alors là, je vous ai laissé sur cette photo parce qu'elle est intéressante. Le roi est en train de recevoir, nous sommes en 1685, nous sommes dans la Galerie des Glaces et le roi est en train de recevoir, les, doléances et des envoyés de Gênes qui se font pardonner, une certaine erreur diplomatique et ce pardon, on peut dire, a lieu des ambassadeurs de Gênes a lieu dans la Galerie des Glaces. Moi, je voulais juste vous montrer surtout les costumes qui sont ici. Comme ça, nous verrons un peu la toilette du roi. Alors, le roi ne se fait raser à son lever que tous les 2 jours, hein, et il y a un jour de barbe et un jour sans. Et à ce moment-là, le sieur Quentin et un autre barbier sont à 2 pour le raser. Les 2 barbiers de quartier rasent alternativement de 2 jours l'un, et celui qui ne rase point apprête les eaux et tient le bassin. Celui qui est 2 jours pour raser sa majesté met le linge de barbe au roi, le lave avec la savonnette, le rase, le lave après qu'il est rasé, avec une éponge douce, d'eau mêlée d'esprit de vin, toujours ce vinaigre, et enfin avec de l'eau pure. Pendant tout le temps qu'on rase le roi, le premier valet de chambre tient le miroir devant sa majesté, et le roi s'essuie lui-même le visage, avec le linge de barbe. Quand le roi portait une moustache, ah ça c'est très amusant, quand le roi portait sa moustache, et vous l'avez peut-être vu sur l'exposition Louis XIV qui a eu lieu récemment, la dernière à Versailles, on l'a vu tout à fait au début sur ces tableaux de jeunesse, tant qu'il a porté la moustache, on lui a porté un petit ravier, on peut dire, un petit bol avec de la cire tiédie, molle, et le roi lui-même portait la cire et se lissait, je m'excuse, je fais le geste en même temps, pour vous montrer, se lisser la barbe pour qu'elle rebique, un peu à la Dali. Vous savez, comme la, voilà. Donc, et c'est vrai que le roi a toujours fait, il a fait beaucoup de choses lui-même. Ça vous paraît un peu curieux de voir tout ce personnel autour de lui, mais très souvent, on lui donne en main et lui-même, après, finit de se coiffer, lui-même aime bien mettre ses choses, par exemple, son juste au corps, vous voyez, finir de faire glisser. En général, il s'habille quasiment tout seul. Voilà, on l'aide surtout pour ses manches. Enfin, il y a quand même tout un protocole. Alors, il y a aussi une autre petite chose, que si pendant toute cette cérémonie ou si l'on parle un peu trop haut dans la chambre, parce que pensez, s'il y a vraiment une centaine de personnes qui sont là, il doit bien avoir des messes basses, hein. Il est difficile de faire taire un être humain quel qu'il soit, surtout ces personnages, enfin, qui se retrouvaient régulièrement. Donc les petites intrigues de cour, ils en profitaient le matin pour se dire à l'oreille tout ce qui s'était passé la veille et potiner, on pourrait dire, les cancans. Donc très souvent, ça murmurait un peu trop haut ou trop fort, et à ce moment-là, un huissier de la chambre ou les huissiers faisaient faire silence. Puis le roi demande son déjeuner. Il est toujours en robe de chambre, il est debout, il est encore dans la ruelle de son lit et il demande son déjeuner. Et à ce moment-là, en général, il prenait qu'un bouillon et tout est prêt à la bouche du roi, et c'est le chef du gobelet qui porte une secoupe d'or sur laquelle il y a un sucrier de porcelaine rempli de sucre candi en tablette, avec 2 tasses et 2 secoupes de porcelaine, desquelles le roi en prend pour prendre sa sauge. En fait, c'était soit du bouillon de légumes, soit du bouillon de sauge. Hein. C'est absolument tout, que du liquide au déjeuner le matin et rien dans le ventre jusqu'à, vous me direz après il se rattraper, jusqu'à 1 heure et demie de l'après-midi. Ouais. Donc voilà.
Ensuite, Sa Majesté, on ôte à Sa Majesté sa robe de chambre et le maître de garde-robe lui tire la camisole de nuit par la manche droite, le premier valet de chambre de garde-robe par la manche gauche, puis il remet cette camisole entre les mains d'un des officiers de la garde-robe. Le roi, avant de quitter sa chemise de nuit, ôte, et ça c'est important, les reliques qu'il porte sur lui jour et nuit. Donc il y a à chaque fois, on retire les reliques qu'il avait portées dans une petite bourse accrochée à sa camisole de nuit. Hein. On le retire, on les dépose et il reprendra ses reliques qu'il mettra dans une de ses poches tout à l'heure. C'est pas tout à fait ce que je voulais. Enfin, si, c'est ce que je voulais vous montrer, mais c'est pour avoir les pièces des vêtements. Nous en reparlerons tout à l'heure quand on va décrire. Vous voyez, voilà un juste au corps. C'est celui de Charles Ier, roi d'Angleterre, donc de la première moitié du XVIIe siècle. Louis XIV en a des beaucoup plus fins, mais il y a encore des justes au corps sous sa veste et sous son pourpoint. En fait, 3 épaisseurs. Mais là, celui-ci est un peu trop épais. Et voilà ce qu'on appelle des hautes choses. Hein, donc, c'était pour vous montrer ces culottes. Ça deviendra des culottes un peu plus tard, mais là, pour le moment, c'est ce qu'on appelle encore des hautes choses. Alors, le roi n'est pas tout à fait tout nu. Hein, car devant tout le monde, car en fait, on se rend compte qu'il a toujours plusieurs chemises. Hein, et un valet de garde-robe apporte la chemise de jour du roi qu'il a fait chauffer si besoin est. Et puis, on donne la chemise au roi. Mais en réalité, c'est là où je vais vous répéter une petite cérémonie amusante. C'est que la chemise, avant d'arriver au roi, va passer de main en main. Si je veux résumer un petit peu la situation, c'est-à-dire que le valet de chambre va le donner au premier valet de chambre va le donner au premier valet de chambre de la chambre, qui lui-même le donnera au grand chambellan s'il est là, ou au premier gentilhomme de la chambre s'il est là. Et en fait, ça va remonter hiérarchiquement jusqu'à un prince du sang. Supposons que le duc de Maine soit là ce jour-là, on le donne au duc du Maine, et puis ensuite son petit-fils aîné, le duc de Bourgogne. Hein. S'il y avait Berry avant, donc le frère cadet puis né de Bourgogne, ça sera au duc de Berry, au duc de Bourgogne, et pour arriver à Monseigneur, oui c'est ça, je vous dis pas de bêtises, au dauphin, donc au fils du roi. Et à ce moment-là, c'est lui-même qui donnera au roi, donc son père. Voyez, c'est pour ça que je me permets de vous reciter cette petite anecdote amusante. C'est que Marie-Antoinette en était fort lasse c'est pas de notre propos aujourd'hui, mais la reine, car ce dont je vous parle, c'est la même chose pour le grand lever, le petit lever et le grand lever de la reine. Marie-Antoinette était fort lasse de geler l'hiver, car à chaque fois qu'on grattait à sa porte et qu'elle attendait qu'on lui passe, que sa chemise circule de main en main en remontant la hiérarchie des grades, hein, on peut dire, de tous les officiers qui étaient là, si il y avait encore, on grattait à la porte, on ouvrait la porte, et si c'était encore une dame encore plus haut placée pour lui remettre, on attendait que la dame rentre, et à ce moment-là, on lui donnait en main. Pendant ce temps, la reine gelait. Vous voyez le tour de piste, si je peux m'exprimer ainsi, que faisait le vêtement avant d'arriver à son maître, hein, donc au roi ou à la reine. Voilà. Alors, je crois que là, je vous ai un petit peu mis dans le bain de cette toilette, et je vais abréger un petit peu, mais arrivons, le roi est presque habillé. On lui a retiré, je vous avais dit, sa robe de chambre, on lui a mis sa chemise, on lui a mis donc un pourpoint, juste au corps. Les autres choses, il les avait déjà installées juste un peu avant de mettre sa chemise, pardon. Et le roi est quasiment prêt.
il se lève de son siège et le maître de garde-robe l'aide à relever son haut de chausse, parce qu'en fait, il l'avait que jusqu'aux genoux, il était assis. Ça vous fait sourire tout ça. Si Sa Majesté veut mettre une camisole encore en plus, on lui en rajoute une, mais enfin ça, moi je retirerais, j'annule ce que je viens de dire parce que ça va trop vous compliquer la tâche. Ensuite, ce sont les ustensiles, je pourrais dire, ou les accessoires. Voilà, pardonnez-moi cette expression, ce sont les accessoires. Les valets de garde-robe apportent l'épée, la veste et le cordon bleu. Et vous voyez là, on le voit pour Charles Ier d'Angleterre, le cordon bleu. Là, on ne le voit pas malheureusement. Si, on voit le cordon bleu. Vous voyez où il est placé? Il est placé sur la veste. Ça, c'est la cravate. Il est placé sur la veste. Et voici le pourpoint. Donc, c'est la grande veste complète. Hein. En fait, il y a 2 vestes l'une sur l'autre. Et le juste au corps deviendra un gilet sans manches. Hein. C'est ce qu'on verra au XVIIIe siècle. Bon, enfin, c'est pas tout à fait mon propos, mais c'était pour que vous retrouviez encore un petit peu. Hein. Non, je me suis trompée. Juste au corps, c'est la dernière veste. C'est celle-là. Vous voyez, moi aussi, je commence à... C'est le pourpoint qui va devenir un gilet. À 100 manches, voilà, en dessous. Alors, et on lui remet aussi une cravate. Les cravates en dentelle que le roi choisit, toujours par les valets de garde-robe. Et puis, le roi vide ses poches. C'est-à-dire, le roi vide les poches de l'habit qu'il quitte, c'est-à-dire les poches de sa robe de chambre. Non, on lui présente l'habit de la veille où on lui présente un plateau où il a déjà mis tout ce qu'il avait dans ses poches la veille, ou sinon on lui représente son pourpoint où il y avait tout ce qu'il y avait mis de la veille. Il remet aussi ses reliques. On lui présente des mouchoirs qu'il met dans ses poches, plusieurs, qu'il choisit selon son désir. Et je vous dis une petite chose, c'est que si pour la première fois, le roi met un vêtement neuf, si c'est la première fois qu'il remet un vêtement, le tailleur, son maître tailleur est présent pour ajuster à la fois ce que je dirais sa culotte ou c'est autre chose, hein, et éventuellement aussi réajuster le pourpoint, hein, ou le juste au corps. Et pendant que le roi, et j'en ai terminé avec la toilette du roi, pendant que le roi termine sa toilette, les horlogers du château sont rentrés, l'horloger du roi, l'horloger de sa chambre, on remonte toutes les pendules pendant ce temps, et particulièrement la pendule que le roi va mettre. La pendule, la petite montre à gousset que le roi va mettre dans l'une de ses poches intérieures. Voilà. Alors là, quand le roi est habillé, il passe dans son cabinet. Alors nous allons revenir. Je crois que je vous montre. Je sais pas si j'ai non, j'ai pas le cabinet. Bon, ça fait rien. On va revenir un peu en arrière. Ah, j'ai un peu trop. Voilà. Le roi va passer dans son cabinet, donc dans la pièce 13. Et là, tout ce qui est familier, comme dit Saint-Simon, vont l'attendre dans le cabinet, c'est-à-dire soit arriver par les arrières, et là aussi, son premier médecin, entre-temps, a fait le tour et arrive sur les arrières, hein, c'est-à-dire passe... Ah, ma flèche. Voilà, voilà. Vous voyez, passe par le petit escalier qui est là, dans ce petit corridor, et arrive. Et éventuellement, c'est le moment où l'on peut particulièrement dire quelque chose au roi, ou s'il y a une affaire urgente, le roi peut parler avec l'un de ses ministres. Il arrive même que le matin très tôt, au petit lever, l'un des ministres ait l'autorisation de s'approcher du lit. Le roi n'est pas encore levé, et après la prière, quand même après la prière, et le fait que le roi se soit lavé les mains,
puisse lui parler d'une affaire d'importance ou un événement très urgent qu'il vient d'arriver. Puis, le roi va à peu près 30 minutes et le roi va aller à sa chapelle et va aller à la messe. Pendant presque toute sa vie, Louis XIV ira plutôt à la messe entre 9h30 et 10h et ensuite vous aurez conseil. Hein. Pour aller à la messe, à ce moment-là, toute la cour l'attend et nous en reparlerons, nous, quand lors du rendez-vous à la cour, c'est-à-dire la conférence que je vous ferai sur un rendez-vous ou une audience à la cour et vous montrer tous les us et coutumes pour obtenir un rendez-vous à la cour et avoir une audience avec un ministre. Donc, en principe, les courtisans, j'arrive pas à voir ma souris. Voilà. Donc, les courtisans qui attendaient dans l'œil de bœuf se sont répandus, les courtisans, le public aussi, tout particuliers sont admis à suivre le roi jusqu'à la messe. Et voilà l'itinéraire que va suivre le roi pour arriver à sa chapelle qui se situe ici. Chapelle qui n'est pas encore celle que vous connaissez fort bien puisqu'elle n'est terminée qu'en 1710. Hein. Donc, sur tout ce trajet que nous allons faire ensemble en photo, donc voici la galerie des glaces. Voilà, où l'attendre de chaque côté, le milieu est vide et la cour et aussi les étrangers, les Français, enfin ça c'est un terme tout à fait actuel, mais tous ceux qui voulaient voir une fois dans leur vie le roi, puisque le château de Versailles était ouvert au public et qu'on pouvait y circuler absolument librement, ce qui étonnera du reste beaucoup d'étrangers, c'est-à-dire je dirais d'Européens en voyage en France. On continue et on traverse les grands appartements. Hein. Le roi est suivi par toute la famille. Les grandes charges à la cour. Hein. Là, nous sommes dans le salon de Mars. Les grandes charges à la cour. De chaque côté, en haie, chaque côté se trouve le public, on pourrait dire. Et nous arrivons à la chapelle, et c'est cette chapelle qui se trouve située à la place du Salon d'Hercule. Chapelle dont je vous montre 2 états, regardez. Là, lors du mariage du petit duc et de la duchesse de Bourgogne en 1696, dans cette 4e chapelle qui correspond exactement, là nous sommes dans la partie basse avec l'hôtel et vous êtes à l'endroit, maintenant les caisses sont plus là, ça a tellement changé, mais c'était le grand vestibule, c'est le vestibule de la chapelle, où avant il y avait les caisses, l'accueil si vous voulez, c'est le vestibule de la chapelle que vous avez juste avant la chapelle actuelle. Hein. C'était donc juste un petit peu avant. Puis, après le retour de la messe, le roi entend la messe toujours au premier étage, hein, journellement. C'est au premier étage. Louis XIV manquera rarement la messe et le jour où il prend, une fois par mois, il prend médecine. Je vous en parlerai quand on parlera des maladies du roi. Il prend médecine, c'est-à-dire qu'en fait, il prend un lavement, hein, une bonne purgation, et il reste au lit quasiment toute la journée, avec sa chaise d'affaires à côté de lui. Et là, le conseil a lieu dans sa chambre, hein, le lever, en général, le grand et les petits levers se réduit quand même au petit lever, est un tout petit peu plus simplifié. Et Madame de Maintenon, dans ce cas, vient, puisque je vous en reparlerai tout à l'heure, Madame de Maintenon vient régulièrement le voir au moment de la messe. Alors, je vous ai dit, il n'a jamais manqué la messe, sauf une fois ou deux en pleine campagne, au moment où on faisait une marche forcée, hein, pour se retirer. Quand il prend médecine, il entend la messe dans sa chambre, donc le premier aumônier ou un aumônier ordinaire ou un prêtre de la paroisse Notre-Dame vient dire la messe dans sa chambre. Alors,
après la messe, vous savez que Louis XIV a, au sujet de cette messe quotidienne, une petite anecdote. Louis XIV était très très exigeant pour pour le fait qu'il fallait le suivre régulièrement. Beaucoup de courtisans y allaient d'une façon relativement tiède et un jour, pour s'amuser, le roi a fait dire exprès qu'il se sentait mal, qu'il était incommodé, donc il ne se rendrait pas à la messe ce jour-là et une fois, il a attendu un petit peu, donc la chapelle était complètement vide, personne ne va s'y rendre, et à la dernière minute, il va non pas changer d'avis puisqu'il savait la farce qu'il était en train de leur jouer, il se décide à partir et se rendre à sa chapelle et effectivement, il va faire une semonce une réflexion très désagréable le lendemain, le soir, à son grand coucher, puisque personne n'y était. Et évidemment, tout de suite, ça se sera dit, et le roi assistant à la messe, 15 minutes après, toute la cour va accourir complètement affolée pour enfin remplir la chapelle, mais bien tardivement. Et le roi sera tout à fait ravi du bon tour qu'il leur avait joué. Alors ensuite, retour et en général, très, très régulièrement, Louis XIV assiste, ses conseils. Alors le conseil est très important. Je crois que Saint-Simon, je voudrais vous relire ce que dit Saint-Simon, sinon je ferai non, ça n'a pas si, donc en principe, le dimanche, il y avait conseil d'État. Donc il y avait conseil tous les jours, 5 jours par semaine. Donc le dimanche, c'était conseil d'État et souvent le lundi. Les mardis, c'était conseil des finances. Le mercredi, conseil d'État. Et le samedi, c'était à nouveau conseil des finances. Et rien le jeudi et le vendredi. Le jeudi, c'était en général pour les audiences privées ou pour des rendez-vous particuliers. Donc en fait, quelque chose d'important, un ambassadeur qui avait quelque chose à dire, ou vraiment très particulier. Donc ce jour-là était entièrement libre après la messe, à peu près jusqu'à 1 heure, hein, jusqu'à ce que le roi dîne, hein, déjeuner, entre parenthèses. Le roi dîne. Et le vendredi, le roi est complètement libre et c'est le jour de la prière. Il exige du reste qu'on fasse maigre et c'est le jour de ses aumôniers, des prêtres, c'est le jour où il reçoit son confesseur, les pères jésuites. Enfin, c'est vraiment la matinée qui est réservée au monde religieux, hein, principalement, et aussi aux dévotions particulières du roi. Vous savez qu'avec Madame de Maintenon, même si Louis XIV n'a jamais été très assidu, il a toujours donné l'exemple et avec l'influence de Madame de Maintenon, le roi va devenir très dévot. En tout cas, je dirais pas virtuellement, mais enfin, il en montrera tous les symptômes régulièrement dans sa vie courante et dans son quotidien. Parce que j'ai oublié de vous dire qu'il y a la prière au lit, mais il y a encore 2 prières au moment où il s'habille, hein, qui intercalent le rythme de ses vêtements, on peut dire. Alors là, c'est un des conseils du roi que je vous montre. En général, il y avait un peu moins de monde. C'est la galerie des glaces avec son trône. Voilà. Alors, le dîner du roi a lieu dans sa chambre. Et je vais essayer de ne pas perdre trop de temps avec les photos. Le dîner du roi a lieu dans sa chambre à coucher, en petit couvert ou très petit couvert. Le roi ne mangera jamais à dîner en public, c'est tout à fait exceptionnel. Ça n'a été que lors de très grandes fêtes ou exceptionnellement de mariage de ses enfants, hein, légitimés ou non. Donc toujours en petit couvert, toujours dans sa chambre à coucher. On dresse toujours une table à la dernière minute. Il n'y a pas de table de salle à manger. Il mange dans sa chambre, en général seul et avec quelques officiers de son entourage. C'est-à-dire, il y a aussi là des entrées, mais en nombre moins important.
Il arrive souvent qu'à l'heure de son dîner, arrive dans sa chambre soit son fils, Monseigneur, ou le duc de Bourgogne, son petit-fils, ou le duc de Berry, et quelquefois son frère. Exceptionnellement, le roi n'a jamais proposé à Monseigneur, son fils, de s'asseoir, mais quand son frère, donc Philippe d'Orléans, venait de Saint-Cloud lui rendre visite à cette heure-là, il lui propose parfois de s'asseoir avec lui et éventuellement, si son frère n'a pas déjeuné, il lui propose de déjeuner avec lui. Et à ce moment-là, il demande un couvert pour son frère. Et c'est son frère qui lui présente la serviette, hein, avant de s'asseoir. Et ensuite, c'est son frère aussi qui lui représente la serviette à la fin. Et sinon, pour le dîner, ce dîner, c'est son premier chambellan ou premier gentilhomme, suivant leur présence, qui le sert. Sachant que tous les plats arrivent par le maître du gobelet, donc du service de la bouche du roi, avec les maîtres d'hôtel qui vont accompagner le service. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi une chose, c'est que la collation de nuit, que l'on installe le soir dans la chambre du roi et on en fait l'essai, donc on goûte pour être sûr que ça soit pas empoisonné, on en fait l'essai 3 fois. Le maître du gobelet qui arrive avec la collation le goûte lui-même devant le valet de chambre. Et ensuite, le valet de chambre le goûte à nouveau lui-même un petit peu plus tard. Le roi n'est toujours pas couché, hein, il n'est pas dans sa chambre. Le goûte lui-même devant le premier valet de chambre. Et le premier valet de chambre le goûte devant le premier gentilhomme de la chambre un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il y en aurait 3 qui pourraient être empoisonnés avant. Donc vous voyez, c'est testé 3 fois. Il y a 3 fois l'essai pour la collation de nuit. Mais sachez qu'il y a la même chose aussi pour le dîner ou pour le souper. L'après-midi, après chaque dîner, après chaque souper, le souper est au grand couvert, quasiment presque jusqu'à la fin. Louis XIV va essayer de manger en grand couvert, donc je vais vous dire comment ça se faisait. Après le dîner, donc son déjeuner, le roi rentre dans son cabinet une trentaine de minutes et là viennent tous les familiers, mais surtout ses enfants. C'est vraiment la réunion de famille, hein, si je veux simplifier un petit peu, avec quelques ministres et aussi une chose, ceux qu'il a l'habitude de voir comme mansards, comme le nôtre, c'est-à-dire pour traiter d'une chose importante, soit sur ses jardins, soit sur ses bâtiments. Donc, les gens des bâtiments ont le droit aussi de venir le voir. Et exceptionnellement, un ministre, toujours s'il y a un dossier en urgence. Puis, vous savez que Louis XIV n'a jamais pu se passer de ne pas sortir. Donc ensuite, il a besoin de prendre l'air. Tant qu'il n'a pas trop de gouttes, il va chasser au moins 3 après-midi par semaine. Si c'est à Fontainebleau ou Compiègne, ce sont les grandes chasses à courre, mais c'est aussi à Versailles, dans la forêt de Meudon ou Saint-Germain-en-Laye. Et puis, de toute façon, systématiquement, sur ces 3 chasses, au moins une fois par semaine, il va tirer dans le Grand Parc. Et ça, je vous en parlerai au moment de la conférence sur les chasses. Puis, une fois que le roi a pris son grand bol d'air, qui pouvait se réduire aussi à une très très longue promenade avec les gens de ses bâtiments et particulièrement le nôtre et les jardiniers, où il pouvait remettre au point certains plans des jardins, il retourne à nouveau travailler avec un ministre. Et là, vers 5 heures, il se change parce qu'on se change pour aller à la chasse, on se change à nouveau pour le soir et on se rechangera aussi pour le souper au grand couvert. Et là, le roi se rend avec un ministre et va travailler à peu près de 5 heures de l'après-midi jusqu'à 10 heures du soir chez Madame de Maintenon. Pendant 7 à 8 ans, Louis XIV, et je vais reprendre un petit peu ce que nous avions vu. Attendez, je voudrais... Ah, voilà. Non.
Voilà. Alors, trois fois, vous savez que jusqu'en 1689, Louis XIV va de 82 à 89. On avait vu ça quand vous avez sûrement vu la présentation du mobilier d'argent. Les grands appartements que nous venons de voir et que je vais vous remontrer étaient meublés d'argent. Et c'est l'époque aussi où il y a soirée d'appartements 3 fois par semaine. Le mardi, le mercredi et le vendredi, il y a 3 fois par semaine soirée d'appartement. Et à ce moment-là, le roi reçoit de 19 heures jusqu'à 10 heures du soir, heure du souper, et on joue gros dans les grands appartements. Et dans le salon de Vénus, il y a les buffets. Hein, c'est la collation. Pendant, les joueurs peuvent interrompre leur partie et venir se restaurer. Alors, nous voici dans le salon de Vénus, vous voyez, et je vous montre quelques pièces d'or massif, de vermeil ou d'argent qui pouvaient servir pour les pâtes de fruits, les confitures, ces buffets qui étaient surtout à base de sucre. Voici les maîtres d'hôtel et les garçons de la bouche du roi qui sont en train de dresser ces buffets, vous voyez cette collation. Au centre, le roi, lors des soirées d'appartement, on pouvait aussi jouer au billard. Et voilà, Louis XIV jouant au billard. Il y avait aussi au Salon de Mars, et on voit encore la tribune ici, avec les musiciens, les dames pouvaient assister et écouter de la musique pendant qu'il y avait des tables de jeu dressées dans 3 des salons, le Salon de Mars en partie, le Salon d'Apollon et le Salon de Mercure, Mercure étant la chambre de parade de Louis XIV dans lequel il ne couchera jamais. Voilà, donc vous voyez, les soirées d'appartement avaient lieu dans ces appartements ici. Voilà. Alors, on voit un peu mieux sur ce diaporama là. Vous voyez la chapelle dont je vous parlais, elle est tout de suite là. Ah, ça y est, là, ma flèche est repartie. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà, je crois que j'ai eu une main trop lourde. Voilà, ici. Alors, donc j'ai presque fini. Donc, j'en étais à la fin de soirée. Le roi va donc souper au grand couvert. Son premier valet de chambre va venir le chercher. Il est ici chez Madame de Maintenon. Voilà l'appartement de Madame de Maintenon. Hein, la partie jaune, la toute petite partie un peu jaune clair, là. Voilà. Il est dans sa chambre à coucher. Elle est en train de faire de la tapisserie et il travaille avec un ministre. Et on vient le chercher et 15 minutes après, le roi traverse... Oh, ma flèche. Décidément. Donc, il traverse la salle des gardes et c'est dans la salle 10, la salle du grand couvert, ou première antichambre, qu'on a dressé une table dans cette salle 10. Et là, le roi va manger au grand couvert avec ses proches, avec juste la famille royale. La Palatine parle du reste de ces dîners, un peu ennuyeux, où on ne se parle presque pas. Le roi est assis au grand milieu de la table rectangulaire, le dos à la cheminée, et se répartit sa famille toute serrée sur les 2 petits côtés du rectangle, soit la Palatine, son fils, Monseigneur, le duc d'Orléans, quand il est encore, tant que son frère sera encore vivant, il décède en 1701, le duc de Bourgogne et la petite duchesse de Bourgogne. Enfin, il n'y a jamais plus, suivant les décès et ceux qui ne sont pas toujours là, 5 ou 6 personnes. Les dames sont assises, les duchesses à brevets sont assises sur des tabourets devant. Et derrière se trouvent tous les seigneurs, toute la cour. Et là aussi, je vous en parlerai d'une façon plus longue, avec avoir un rendez-vous à la cour, cette conférence, où vous verrez que tout un chacun, du moment qu'il s'est fait inscrire la veille et présenté par un huissier ou par quelqu'un qui connaissait à la cour, peut assister au grand souper du roi. C'est-à-dire que c'était quasiment public, mais il fallait quand même avoir
avoir été mentionné la veille parce que la pièce n'était pas extensible et qu'on ne pouvait pas avoir plus d'une centaine de personnes. On devait déjà être terriblement serré. Après son souper, le roi retourne dans la salle 13, c'est-à-dire dans son cabinet. Je m'excuse, mais c'est finalement ce qu'il y a de plus facile pour vous, dans son cabinet. Et à nouveau, c'est le moment familier, c'est-à-dire c'est le moment de sa famille. Tout le monde est là et se retrouve. Et là, la Palatine le dit, c'est après le décès de son mari en 1701 qu'elle revient un petit peu, disons, à l'honneur, et le roi va lui permettre de rentrer, d'assister à ces moments de famille après le dîner et après le souper. Puis, Louis XIV va donc encore quelques fois retravailler avec un ministre et finalement, vers minuit, décide de se coucher. Voilà. Et à ce moment-là, même cérémonie à l'envers, le grand coucher, pardon, et puis le petit coucher. Hein. Je dois vous dire que 12 ans à peu près avant sa mort, et j'en terminerai par là, le roi Louis XIV va supprimer le grand coucher et il n'y aura plus que le petit coucher avec quelques familiers, c'est-à-dire que ça va simplifier largement cette cérémonie et tout ce protocole important. Il est fatigué et donc ça limitera en fait, on pourrait presque dire cette corvée pour une partie des courtisans. De toute façon, je développerai certains thèmes les prochaines fois, donc nous compléterons un petit peu. Je pense que je vous ai dit le maximum et nous parlerons donc à nouveau des parties de chasse et puis du grand couvert que nous compléterons. Voilà, une prochaine fois. Je vous remercie de votre attention et à dans 15 jours. Ah, est-ce qu'il y a des questions? Je vous prie de m'excuser, j'ai oublié, je voyais que, voilà. Oui, posez-moi des questions, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, madame. Qu'entendez-vous par les reliques, s'il vous plaît? Ah, alors là, Saint-Simon précise très peu tel type de relique. On pense qu'il y avait peut-être un petit morceau de la couronne d'épines, peut-être un morceau de la vraie croix. En fait, on n'en a pas beaucoup d'idées et très peu de contemporains parlent de ces reliques et de ce que c'était que ces reliques. Si, c'était des objets, enfin des objets saints consacrés, donc des reliques de saints éventuellement, mais lesquels? Alors moi, je vous énonce peut-être un petit morceau de couronne d'épines puisqu'ils étaient conservés à la Sainte-Chapelle et que la Révolution française n'était pas encore passée par là. Hein, et que normalement, bon voilà, toutes nos églises en possédaient. Une autre question? Avec qui le roi partageait-il son dîner? Alors, le dîner, c'est le déjeuner. Il était tout seul. Tout seul. Et là, il pouvait demander beaucoup de plats ou peu de plats. Hein. Il demandait un petit couvert ou un très petit couvert. Mais en fait, on se rend compte que le petit couvert ou le très petit couvert avait quand même, comme le grand couvert, 50 à 60 plats. Hein. Donc, ces plats, ensuite, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous en parler, ces plats, normalement, allaient nourrir tous ceux qui avaient bouche à la cour, les gardes du corps, certains officiers, hein, et ensuite, ce qu'il restait, des plats non entamés, étaient vendus aux cerdos. C'est-à-dire qu'il y avait, je dirais un peu des marchands de quatre saisons, qui allaient acheter au grand commun ces plats non entamés, hein, donc on ne perdait rien.
Et ça permettait donc, et qui revendait ses plats autour du grand commun dehors sur des petits étals, des petites boutiques, comment on pourrait dire, en planche, vous voyez, un peu comme des étals de marché, voilà, qui étaient dressés régulièrement ou quelquefois même qui étaient fixes. Une autre question? Oui, quand le roi allait à Trianon, est-ce qu'il y couchait? Et lorsqu'il y couchait, est-ce qu'il y avait un rituel également pour le Alors, lever? quand le roi allait à Trianon, le rituel était quasi simplifié. Il était à la campagne, donc c'était beaucoup plus familier et agréable. Quand, par exemple, l'après-midi, une autre chose dans ces promenades, au lieu de chasser, c'était de faire une promenade en bateau, c'est-à-dire de prendre les gondoles ou de prendre cette petite flotte modèle réduit que le roi avait fait construire, les petites galiotes. Et on allait soit prendre un goûter, je dirais, une collation au Grand Trianon, donc dans un des bras du Grand Canal, ou de l'autre côté à la ménagerie. Et vous savez que la duchesse de Bourgogne appréciait beaucoup la ménagerie et que le roi lui avait offert, et elle serait un peu construite et réaménagée pour elle. Et on allait prendre aussi, en allant voir les animaux de la ménagerie. Voilà. Donc ça, c'était. Alors, pour vous répondre au Trianon, non. Mais alors, en revanche, je peux compléter aussi en vous disant que plus le roi vieillit, plus il se réfugie de plus en plus à Marly, et que c'est au moment du grand couvert, du souper le soir, que les dames se font inscrire, essayent de se faire remarquer et font des mimiques pas possibles devant le roi qui est à table et qui est en train de manger pour essayer de se faire remarquer pour pouvoir aller à Marly. Et sur le passage du roi, quand il allait à la messe et quand il en revenait, c'est aussi un moment de quémander. On pouvait dire, par exemple, Sire Marly, un courtisan qui était dans la file de ceux qui étaient alignés de chaque côté, pouvait dire Sire Marly pour que le roi le fasse noter et l'invite à Marly. Mais vous savez que Louis XIV à Marly s'est beaucoup entouré, surtout des dames, qu'il invitait les femmes et pas les époux en général ou rarement. Et que là, l'étiquette était entièrement abolie. Donc, je réponds à votre question à Marly. Ça, c'est très important et chose rarissime. Et ça, Saint-Simon n'arrête pas d'insister là-dessus, tellement ça l'a frappé et choqué. Le roi en demande à chacun de se recoiffer lors des promenades. Or, à Marly, quand il va à Marly, c'est soit pour une journée complète et on y dîne. À ce moment-là, il ne dîne pas seul. C'est exceptionnel. Il n'est pas dans sa chambre à Marly. Il deal avec les dames. Donc, vous voyez, ça arrive quand même de temps en temps. Hein. Et après, c'est une promenade. Et le soir, il détend, il distrait ces dames, soit par des loteries, soit par, on joue gros aussi dans le grand salon de Marly. Hein, voilà. Et aucune étiquette à Marly. On peut même adresser la parole au roi lors de la promenade, ce qui est très important. Et on doit se recoiffer, se rechapeauter. Et le roi le veut, celui qui ne le fera pas assez vite peut être réprimandé, voyez. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Je voudrais savoir où se trouvaient les cuisines à Versailles et qu'en reste-t-il? Alors, il ne reste rien des cuisines. Et en fait, les cuisines se trouvaient dans la cour de la Bouche du Roi où on a construit la salle du Congrès, aile des Princes, c'est-à-dire aile sud, vers la Piazza des Suisses. Hein. Mais en réalité, les cuisines étaient en partie sous l'escalier des Princes, escalier reconstruit par Louis-Philippe. Alors, l'escalier des Princes, c'est celui qui est entre... Ah bah attendez, j'ai quand même... Oui, grosso modo, je l'ai pas là, mais là, il y a la cour. Hein. Et puis, il y a une aile, et puis l'aile qui part comme ça. Bon, là-dessous, là, il y a l'escalier des Princes. Hein. C'est l'escalier où pendant longtemps, on est ressorti par là, et il est entre les arcades qui mènent au jardin et la galerie des batailles. Vous voyez? Voilà.
Donc, en fait, quand on allait, on mettait Béatrice Saul, quand elle a fait l'exposition sur les tables royales, nous racontait, disait que en faisant le chemin par exemple des 12 ou 13 plats du roi avec tous les maîtres d'hôtel qui portaient chaque plat à la queue leu-leu, suivant un rythme et suivant une cadence, parce qu'on porte pas un plat en courant. Hein. On pourrait le renverser, surtout quand c'était des ragoûts avec sauce. Hein. Les ragoûts étaient toujours avec sauce, du reste. Donc, quand on arrivait de là, on mettait 10 minutes. Parce qu'on descendait et on montait. Elle nous dit qu'elle avait fait le parcours, elle s'est amusée à faire le parcours plusieurs fois pour voir en respectant le temps. Voilà. Donc, très peu de gens avaient des cuisines au château. Ceux qui avaient des appartements, une Madame du Barry, d'accord, Madame de Pompadour, Madame de Maintenon, quelques très très grands officiers avaient des cuisines, mais jamais dans leur appartement, toujours dans les sous-sols. Et pas toujours dans les sous-sols qui correspondaient à l'appartement, c'est-à-dire pas en droite ligne. Vous voyez, si l'appartement était au premier, même s'il y avait quelqu'un au rez-de-chaussée, ça aurait pu être quand même un peu en dessous, en entresol, en dessous. Pas du tout dans la verticale. Hein. Ça pouvait être beaucoup plus loin. Et donc, en fait, on devait manger toujours froid. C'est bien pour ça que beaucoup de courtisans vont j'arrive plus à trouver mon mot. Enfin, bref, vont dépasser l'interdit et vont cuisiner dans leur cheminée. Et ça, le duc d'Angers-Villers sous Louis XVI s'en plaint beaucoup, beaucoup, beaucoup. On voit ça dans tous les rapports des bâtiments. Et il le dit, et qu'on cuisine, et les uns se plaignent des odeurs, parce que ça passe par les conduits de cheminée. Les odeurs. Donc, on le sait tout de suite, ceux qui cuisinent. Et d'autre part aussi, il y a beaucoup de feux de cheminée. Hein, bien qu'on ramonne, mais de toute façon, les cheminées de Versailles ont été très mauvaises. Bon, vous avez encore des questions? Parce que c'est vrai qu'on pourrait... Attends, je vous prends après. J'attends madame au fond et je vous prends tout de suite. Allez, oui. Excusez-moi, dans cet emploi de temps si chargé du roi, est-ce qu'il y avait un moment pour l'hygiène, pour un bain, pour quelque chose? Est-ce qu'il se lavait? Écoutez, pas vraiment. Louis XIV a pris très très peu de bains, c'est la tradition. Mais c'est vrai que il faudrait qu'un jour, on verra peut-être ça l'année prochaine, que je vous fasse quelque chose sur l'hygiène au château. Je l'ai pas prévu parce que c'est pas ça. C'est que il y avait pas de place. Il y avait pas de place, plat d'horaire, puis on peut pas. Mais c'est vrai que ça serait intéressant. Alors pour répondre quand même très précisément pour Louis XIV, Louis XIV transpirait beaucoup. Il avait tout le temps des vapeurs. Il mangeait beaucoup, il digérait mal, d'autant plus qu'il avalait énormément. Tout rond, pour la bonne raison que dès l'âge de 40 ans, il avait presque plus de dents. Hein. Donc si je dis tout rond, or à chaque repas, il descendait quand même un rot, 2 poulets, un faisan. Nous, c'est une cuisse, 2 cuisses éventuellement, une aile. Mais là, c'était carrément entier. Donc c'est un mangeur épouvantable, enfin effréné, la Palatine en est horrifiée. Donc on comprend qu'il a eu beaucoup de nuisances d'estomac, beaucoup de vapeur, il avait besoin de sortir et de ce fait il avait jamais froid. Alors, je sais pas si c'est de ce fait, je dis une bêtise, mais ce que je veux vous dire, c'est que il avait tout le temps des problèmes d'évanouissement, de vapeur, il avait des digestions très très difficiles qui lui donnaient énormément de nuisances. Et ça, on en parlera quand je ferai les maladies de Louis XIV. Oui, monsieur. Oui, c'est vrai. Monsieur dit, quand il se levait, enfin, à son lever, on lui demandait comment allez-vous, sire. Ça voulait dire qu'il avait été à la selle, que toute cette, effectivement, les médecins faisaient très attention à tout ça. Et vous verrez quand je vous parlerai des médecines qu'on lui donnait, des lavements qu'on lui donnait.
On est obligé d'appeler un chat, hein, là. Donc, vous verrez que le médecin Fagon, ces médecins Fagon, par exemple, où tout d'un coup j'ai un trou, ça va revenir puisque nous avons ces 3 premiers médecins il va en avoir 3 dans sa longue carrière, le roi, pour le soigner. Était ravi quand il lui donnait une purgation jusqu'à le faire saigner. Ce qui veut dire qu'on devait mettre ces pauvres organes dans un état épouvantable. Donc voilà. Donc je pense qu'il a beaucoup souffert toute sa vie. Je crois qu'il faut que chaque chose ait une fin. Je m'en excuse. Vous avez plus de questions? Bon. Non, l'étiquette a toujours été quasiment la même avec moins de rigidité. Et à l'époque de Louis XV, des maîtresses, des grands bals, l'étiquette n'a pas bougé parce que Madame de Maintenon était là. Hein. Donc on peut dire de 82 au décès de Louis XIV, c'est vrai. Il y a presque plus de maîtresses, ou en tout cas le roi est très discret. Faut pas que Madame de Maintenon le sache. Mais avec Louis XV, quand on se couche à 4 heures du matin, vous pensez bien qu'on ne se lève pas, voilà. Donc c'est pas l'étiquette, mais l'emploi du temps de Louis XV et de Louis XVI varie quelque peu, et il y a des périodes de jeunesse et des périodes de vieillesse. Hein. Donc c'est plus calme pour Louis XV, par exemple, avec une Madame de Pompadour, quand il est un peu, voilà. Hein. Mais dans l'ensemble, Louis XV essayera, comme Louis XVI, de respecter ce protocole et l'étiquette. Il y aura du reste un maître de cérémonie qui jouait ce rôle de sauvegarde de tout. Voilà. L'étiquette a commencé à être mise au point petit à petit avec François Ier. Hein? La vie de cour va commencer à vraiment prendre forme avec François Ier et Henri III. Vous voyez ? Voilà, petit à petit, et faites attention qu'on ne peut pas avoir quelque chose de très strict tant que la cour bouge beaucoup. Regardez les guerres de religion. Catherine de Médicis qui se déplace beaucoup, donc voilà. Hein. Donc je crois que j'ai essayé de vous en dire le maximum, mais on continuera. À bientôt. Bon.